Vous regardez toujours l'essentiel sur France 24. On va plus loin à présent avec Niagalé Bagayoko, directrice de l'African Security Sector Network. Bonjour Niagalé. Bonjour. Et Antoine Mariotti, chroniqueur international à France 24. Bonjour Antoine. Bonjour à vous les deux. Au sommaire, un week-end particulièrement sanglant. Russie et Ukraine se sont affrontés avec des centaines de drones de part et d'autre. L'Ukraine notamment qui est allée très en profondeur sur le territoire russe. Avec quelles conséquences? On en parle dans un instant. Et puis à moins d'un mois de la Coupe du Monde de football, les États-Unis annoncent qu'ils vont soumettre au dépistage d'Ebola les voyageurs en provenance des zones touchées par la nouvelle vague épidémique. Hier, l'OMS a déclenché son deuxième niveau d'alerte le plus élevé, alors qu'à la souche qui sévit actuellement dans l'est de la RDC a déjà fait plus de 90 morts. On en parle dans un instant. La Russie a répliqué au lendemain de l'attaque aérienne la plus massive revendiquée par Kiev en territoire russe. Moscou lance à son tour plus de 500 drones, ça s'est passé la nuit dernière, ainsi qu'une vingtaine de missiles sur l'Ukraine. Bilan provisoire, une trentaine de blessés, alors que côté russe, on déplorait 6 morts au sortir du week-end. Ludovic de Foucault. Dnipro, sud-est de l'Ukraine. La poussière est à peine retombée, les habitants constatent les dégâts. Ça, c'est le lit de mon fils, et il est plein de verre. Rien n'est intact, toutes les fenêtres ont volé en éclats. Les appareils électroménagers sont cassés, mes affaires sont détruites. Les fenêtres ont été tellement soufflées qu'il n'y a même plus d'endroit pour fixer des panneaux à la place. Dans cette grande ville qui représente un nœud ferroviaire stratégique en Ukraine, 22 personnes ont été blessées, dont une fillette de 2 ans et un garçon de 10 ans. En tout, 524 drones et 22 missiles russes ont été tirés dans la nuit de dimanche à lundi selon l'armée de l'air ukrainienne. Une riposte à une importante offensive de drones ukrainiens contre la Russie durant le week-end, la plus importante attaque contre la capitale russe depuis plus d'1 an. Des responsables russes ont fait état dimanche d'au moins 4 morts, dont 3 dans la région de Moscou. Le Kremlin dit continuer de croire à un retour à la table des négociations. Vous savez que le processus de paix est actuellement suspendu. Nous espérons qu'il reprendra et nous comptons sur nos collègues américains pour poursuivre leurs efforts de maintien de la paix et de médiation à cet égard. Le processus de paix est au point mort, les progrès russes sur le terrain aussi. Les données compilées et suivies par The Economist indiquent que la Russie subit depuis mai 2026 sa première perte territoriale nette depuis octobre 2023, avec environ 190 km² repris par l'Ukraine, tandis que l'offensive de printemps russe cale et que les pertes humaines de Moscou, entre 280 et 518 000 morts, atteignent des niveaux records. Le rapport de force en tout cas, est en train de s'inverser, Antoine Mariotti. En tout cas, ce n'est pas dans un avantage considérable pour la Russie. Il faut quand même se rappeler que la Russie voyait une fenêtre d'opportunité assez inédite avec le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche, avec une administration américaine pas complètement anti-ukrainienne, mais pas à 100% pro-russe, mais enfin quand même, pardonnez-moi, avec quand même un avantage sur le terrain. La Russie avait plutôt le vent en poupe, etc. Aujourd'hui, on se retrouve avec une administration américaine qui met un petit peu l'Ukraine sous le tapis quand même, et notamment depuis qu'il y a la guerre au Moyen-Orient, et parce qu'aussi elle voit bien qu'elle n'arrive pas à avoir une issue facile, contrairement à ce qu'avait dit Donald Trump, où il y aurait une solution en 24 heures. On le rappellera jamais assez quand même, cette histoire. Ça fait quand même un petit moment qu'il est à la Maison-Blanche désormais. Donc c'est à la fois compliqué, donc les Américains sont moins investis. Sur le terrain, on voit que ça se complique parce que plus ça va, plus les Ukrainiens arrivent à frapper loin et fort. Là, il y a quand même, on parle de 586 drones qui ont été interceptés, il y en a qui ont touché, donc on est à peu près aux alentours de 600. Vraiment environ, et dans 14 régions russes. Donc on n'est pas simplement à un endroit ou deux. Donc ça montre quand même qu'après tant d'années de guerre où Vladimir Poutine, ça aussi on le rappellera jamais assez, pensait en une semaine envahir toute l'Ukraine et faire tomber Kiev et le président Zelensky, eh bien ils sont capables de faire ça. C'est quand même une prouesse parce que l'aide occidentale existe, mais elle n'a pas été non plus immédiate et elle a été très progressive. Et on voit aujourd'hui les Ukrainiens qui sont là à vouloir vendre leurs armes maintenant à d'autres pays. Donc on est quand même
une situation qui, pour la Russie, n'est pas synonyme de victoire et quand même, on peut le dire d'une certaine manière, un peu un échec. Donc il y a cette fenêtre d'opportunité qu'elle voit un petit peu lui échapper parce qu'il y a peu de chances que ça se poursuive 150 ans et qu'en plus, d'ailleurs, il y a des élections de mi-mandat quand même qui peuvent changer aussi un petit peu la donne aux États-Unis, même si ça ne change pas tout non plus. Donc c'est plus compliqué aujourd'hui pour Moscou, très clairement. Comment comprendre, Niagale Bagayoko, les allusions russes à des négociations ces derniers jours? Est-ce un leurre, un appel réel à négocier maintenant que le contexte semble peut-être moins favorable et que la ligne de front pourrait reculer? On peut se demander si ça n'est pas un leurre, lorsqu'on connaît Vladimir Poutine. En tout cas, il sera, à mon avis, difficile de susciter la pleine confiance des Ukrainiens dans de nouveaux pourparlers, puisque les règles, les lignes rouges, en réalité, sont toujours les mêmes des deux côtés, celles des oblasts de l'Est et celles des populations russophones notamment. Donc la chance de régler cette question par la négociation, en dépit du fait que les équilibres militaires semblent de plus en plus rapprochés, paradoxalement, ça n'est pas évident. Oui, vous ne voyez pas les Russes revenir aujourd'hui sur leurs revendications territoriales, entérinées par des votes d'ailleurs à la Douma, au Parlement de Russie. Ni territoriales, ni d'ailleurs autre ligne rouge de déploiement de troupes de l'OTAN ou européennes plus exactement, sous la forme de la fameuse coalition des volontaires. On ne voit pas tellement d'évolution sur ces dossiers-là. Mais ce qui est intéressant, c'est quand même toujours l'évolution de la technologie côté ukrainien quand même, parce que des capacités à frapper dans la profondeur à 1500 voire 2000 km, c'est quelque chose d'assez époustouflant. Et ça rappelle en fait l'opération Toile d'araignée qui avait eu lieu l'année dernière. Alors c'était différent, là c'était des services de renseignement ukrainiens qui avaient réussi à s'introduire sur le territoire russe avec des camions, mais depuis lesquels ils avaient propulsé des drones qui avaient là encore infligé des pertes assez lourdes à l'aviation russe. Donc la Russie n'a peut-être pas elle-même développé assez de systèmes anti-aériens en réalité. Il y avait l'ingéniosité en plus du coup des avancées technologiques. Tout à fait. Alors justement, comme souvent des pays attaqués. Ce nombre de drones là dont il est question, on parle de 600 d'un côté, 500 de l'autre. Quand on connaît le faible coût de fabrication, ça signifie que la guerre peut durer encore longtemps à ce rythme-là? Oui, elle peut durer longtemps et on peut faire 1000 scénarios. Moi, je finis par me demander si à un moment donné, les Russes vont pas finir par se lasser, mais pas dans quelques semaines, dans X années peut-être, en se disant, tiens, comme en Afghanistan, ça fait 10 ans, au bout d'un moment, il y en a un peu marre. Est-ce qu'on va pas partir, mais sans revenir pour autant sur les gains territoriaux officiels, parce que ça, en termes de population et de politique intérieure, ce n'est pas possible. Mais en tout cas, oui, ça peut durer longtemps. À partir du moment où finalement, on a l'impression, parce que nous, on est loin du front, que tout est un petit peu gelé finalement. On voit des petites avancées parce qu'on entend parler à un moment donné, vous voyez, on parle de 600 morts, de 600 drones, pardonnez-moi, et de quelques morts. On n'est même pas à 10 morts. C'est toujours des morts de trop, soyons très clairs. Mais on n'entend que ça, on a l'impression qu'il n'y en a pas beaucoup finalement. Alors que sur le terrain, le vrai chiffre des morts, eh bien lui, il reste confidentiel et on ne les a pas exactement. Mais c'est un nombre considérable de Russes et d'Ukrainiens qui meurent chaque jour et chaque mois. Et ça, c'est un problème. Donc là-dessus, ce n'est pas figé. Il n'y a pas de révolution, il n'y a pas de tout d'un coup une grande région qui tombe, l'autre qui est perdue, etc. Donc c'est toujours une guerre très intense, c'est toujours une guerre qui est en train de prendre un autre tournant aussi avec ses avancées technologiques et ses utilisations de drones de plus en plus massives parce que le coût de fabrication, vous avez tout à fait raison de le rappeler, il est très faible, donc ça peut permettre d'être efficace et de maintenir ce conflit sans se faire écraser, mais sans pour autant avoir beaucoup de gains. Donc soit il y a une négociation à un moment donné, mais comme personne ne veut vraiment, et les Ukrainiens ne veulent pas perdre leur territoire, ce qu'on peut comprendre, les Russes ne veulent pas partir sans dire, voyez, on a gagné quelque chose, ça devient compliqué. Sauf à ce que, comme je le disais, après l'Afghanistan en 89, après 10 ans d'occupation soviétique, ils ont fini par dire, on se retire, parce qu'à un moment donné, un des deux acteurs finit par céder. Mais pour l'instant,
bien malin est celui qui peut prédire la fin de la guerre. Est-ce que la Russie ne va pas être tentée d'escalader? Parce qu'elle en a les moyens. Et on l'a cru d'ailleurs à plusieurs reprises. On a évoqué du nucléaire tactique. Elle a déjà tiré à 2 reprises au moins ces fameux missiles supersoniques Oretchnik. Elle pourrait aujourd'hui faire mal à l'Ukraine. Oui, absolument. Ça, c'est l'une des options. Mais attention, la Russie, enfin le Kremlin, agit quand même dans un environnement particulier. Ce type d'attaque, ça sème le doute aussi dans la population qui est, semble-t-il, en grande partie favorable à cette intervention. Donc, vous voulez dire dans la population russe? Dans la population russe. Apparemment, il y a des cours qui ont été instaurés à distance pour protéger les élèves dans les écoles, etc. Il y a des coupures d'Internet. Donc, recourir aux grands moyens peut être un moyen, justement, de rassurer cette population russe. Mais est-ce que Vladimir Poutine en a vraiment les capacités et la volonté? Ça reste encore à démontrer. Qu'est-ce qui l'empêche de le faire? Quelles conséquences pour lui aussi? Est-ce qu'au bout d'un moment, des Américains, des Européens ou même les Ukrainiens n'essaieront pas d'aller frapper directement le Kremlin ou autre s'il y avait une utilisation d'un nucléaire qui est quand même une ligne rouge absolue pour le monde entier? Jusqu'à aujourd'hui, on finit par en parler comme si c'était presque normal. Mais bon, jusqu'à il n'y a pas si longtemps, c'était quand même tabou, j'ai envie de dire. Ça l'est de moins en moins. Donc, quelles conséquences aussi? Parce que même si ça n'allait pas jusqu'à, par exemple, éliminer ou tenter d'éliminer Vladimir Poutine, on n'imagine pas qu'il n'y ait pas une riposte extrêmement féroce qui pourrait toucher d'ailleurs, et pourquoi pas Moscou. Moscou, par exemple, qui est régulièrement visé, mais à faible échelle, a reçu quand même, Moscou seul, je ne parle pas de la région qui, elle, est plus touchée, 80 drones la nuit dernière. Donc c'est quelque chose d'important qui était assez inédit. Ça n'a pas été aussi important depuis un an. Et Vladimir Poutine est bien obligé de constater que malgré ses discours de grande supériorité, son pays est attaqué. Je l'ai dit tout à l'heure, dans 14 régions en même temps, 80 drones rien que sur Moscou en une nuit. Donc les Ukrainiens ont aussi moyen de faire mal. Et les pays aux alentours aussi. Parce que pour eux aussi, je pense à la Pologne par exemple et à d'autres, c'est quand même une ligne rouge, l'arme nucléaire. Parce que si jamais c'était utilisé en Ukraine et qu'il n'y avait pas une riposte extrêmement sévère contre ceux qui l'ont utilisé, donc en l'occurrence, dans ce scénario, les Russes, eh bien ces pays-là aussi se sentiraient menacés. Je pose la question, c'est parce que la Russie vient d'entamer avec la Biélorussie, avec le Bélarus, des exercices militaires qui impliquent des armes nucléaires. L'année dernière, c'était Oretchnik justement qui avait été, et peu de temps après, la Russie avait fait usage d'Oretchnik. Donc c'est la question, effectivement, voilà. Et d'un autre côté, les États-Unis ont proposé de rouvrir les négociations autour des accords START, qui datent de la fin de la guerre froide et qui limitent le nombre de têtes nucléaires. Donc on voit qu'il y a des signaux contradictoires en réalité. Vladimir Poutine se rend en visite en Chine demain, quelques jours d'ailleurs après Donald Trump. Que faut-il en attendre sur le front ukrainien, d'après vous, Antoine Mariotti? Ce qui est amusant tout de même de noter, c'est que les Ukrainiens ont dit aujourd'hui qu'un drone russe avait touché un cargo chinois au large du port ukrainien d'Odessa, en mer Noire. Donc, et ça arrive justement la veille de cette visite, comme pour lui mettre un petit caillou dans la chaussure à Vladimir Poutine, et que ce soit un petit peu plus délicat quand il va aller discuter avec Xi Jinping. On va voir déjà si le président russe arrive à obtenir de son homologue chinois davantage de concessions que son président américain, qui est quand même pas ressorti les poches pleines, même si c'est une autre situation, de son voyage annoncé avec tambour de trompette. Maintenant, évidemment, la Chine essaie de dire qu'ils ont une position neutre, qu'il ne faut pas non plus se braquer avec la Russie. Qu'est-ce que ça peut réellement changer sur le dossier ukrainien? À mon avis, absolument rien, ou vraiment très très à la marge. Votre avis, Niagale Bagayoko, de la part de deux pays qui, contrairement à Chine et les États-Unis, où le climat était quand même assez froid, ont vanté depuis longtemps effectivement un approfondissement sans limite même de leur partenariat. On est face à deux pays qui revendiquent leur anti-occidentalisme de manière particulièrement assumée. Ils estiment être à la tête de ce Global South, aussi étrange que ça puisse paraître. Ce sont eux aussi qui
sont à la tête des BRICS. Tous ces éléments sont évidemment extrêmement importants et font que la Chine, même si évidemment elle est opposée à l'agression russe, ne lève pas trop le ton parce qu'elle sait qu'elle est un allié historique en réalité de Moscou. Donc je pense que ce sera une visite dans laquelle le dossier ukrainien n'aura pas forcément beaucoup d'importance par rapport aux autres questions évoquées. Et la Chine avait quand même, rappelons-le, laissé faire les Coréens du Nord quand ils ont envoyé des hommes sur le combat. Elle a même fourni du matériel à la Russie, des biens civils à double usage. En Ukraine, donc c'est quand même, en termes de neutralité, il y a quand même, neutre. L'alerte à l'épidémie d'Ebola après à présent, une nouvelle souche appelée Bundibugyo serait responsable d'au moins 90 décès dans le nord-est de la RDC, en Ituri. Cette région, située à la frontière avec l'Ouganda et le Soudan du Sud, l'OMS, qui réunit son assemblée générale annuelle en ce moment, a déclenché son deuxième niveau d'alerte le plus élevé. Ludovic de Foucault. Alerte dans l'est de la République démocratique du Congo. Le variant du virus Ebola en circulation a déjà causé près d'une centaine de morts. Il n'existe à ce stade ni vaccin ni traitement. Le ministre congolais de la Santé est sur place. On sait que les hôpitaux sont déjà sous tension parce qu'à cause des malades, je voudrais informer ici la population que nous avons 59 malades qui sont activement pris en charge actuellement. Mais on se prépare à avoir des centres de traitement sur les 3 sites pour pouvoir élargir nos capacités. Sur le tarmac de l'aéroport de Bunia, l'Organisation mondiale de la santé est aussi mobilisée. Ces équipements ne vont certainement pas être suffisants. Ce que nous avons fait, c'est la première réponse. Nous avons vidé notre stock de Kinshasa et nous l'avons amené ici. D'autres voyages suivront, mais cette recrudescence d'Ebola dans la province d'Ituri, frontalière de l'Ouganda, s'est d'ores et déjà invitée à la 79e Assemblée générale de l'OMS à Genève. J'ai déclaré l'état d'urgence sanitaire international face à l'épidémie d'Ebola en République démocratique du Congo qui s'est déjà propagée en Ouganda. Nous vivons une époque difficile, dangereuse et marquée par les divisions. Ebola provoque une fièvre hémorragique extrêmement contagieuse. Le virus a fait plus de 15 000 morts en Afrique au cours des 50 dernières années. Environ 350 cas suspects ont été signalés en RDC. La plupart ont entre 20 et 39 ans. Plus de 60% sont des femmes. La souche du virus actuel est connue. C'est le variant Bundibugyo, pour lequel le vaccin de la souche Zaïre est inefficace. Bundibugyo a déjà provoqué 2 épidémies dans le monde avant, en Ouganda en 2007 et en RDC en 2012. Le taux de mortalité était de 30 à 50%. Et ça ne touche pas que l'Ituri, puisque la région limitrophe du Nord Kivu fait état d'un cas, ce qui a d'ailleurs conduit le Rwanda à fermer sa frontière. Quand on voit à quel point on est démuni face à cette souche, il y a un risque effectivement que dans la région, chaque État tente de se replier et d'éviter absolument les mouvements de population. Oui, mais on le voit aussi avec l'Ouganda, où un cas a été déclaré, un cas d'une personne congolaise en l'occurrence. Donc effectivement, il est possible qu'il y ait une tentative de fermer les frontières, mais on est dans des zones où de toute façon les frontières sont très faiblement contrôlées et contrôlables. Non, la seule réponse à ce type de menace sanitaire, c'est la mobilisation communautaire en réalité. Ce ne sont pas les intervenants internationaux, même s'ils peuvent bien sûr apporter une aide, un certain soulagement. Ce sont aussi les politiques publiques des États concernés pour faire passer des messages relatifs aux gestes barrières, etc. Mais c'est vraiment avant tout au niveau extrêmement local, comme on l'avait vu lors du succès de la lutte contre ce virus en Guinée et en Sierra Leone. C'est vraiment le niveau communautaire qui permet le mieux de lutter contre cette maladie pour laquelle il existe peu de réponses, sauf pour la souche dite Zaïre, effectivement. Oui, le virus Ebola a déjà fait plus de 50 000 morts en Afrique au cours des 50 dernières années. C'est dire s'il n'est pas inconnu, loin de là, mais on n'a toujours pas trouvé de réponse en vérité avec le développement de nouvelles souches, l'apparition de nouvelles souches. Oui, il y a quand même eu 17 épidémies d'Ebola en République démocratique du Congo. Donc forcément, les autorités ont l'habitude
l'habitude de le gérer. La dernière, c'était quand même entre septembre et décembre, donc c'était récent. Il y avait eu 45 morts, si ma mémoire est bonne. Du côté de la population, c'est pas toujours évident. C'est-à-dire que, par exemple, le ministre de la Santé disait que l'épidémie là en cours avait tardé à être signalée parce que justement les communautés touchées ont d'abord cru, je cite, à une maladie mystique ou à de la sorcellerie. Donc vous voyez, il y a des choses comme ça aussi qui parfois sont compliquées, mais c'est malheureusement pas quelque chose de nouveau. En revanche, cette souche-là, même si elle a déjà eu 2 épidémies, elle reste très problématique parce que, comme on l'a dit, il n'y a pas de vaccin, il n'y a pas de traitement. Elle est quand même, il y a quand même un taux de mortalité de 30 à 50%, ce qui n'est pas anodin et qui évidemment est très inquiétant, surtout que ça peut, selon le professeur d'ailleurs qui avait découvert Ebola, ça pourrait se répandre très rapidement parce qu'on est quand même dans une zone aussi qui est très peuplée où il y a des mouvements de population et du coup il y a un risque de propagation qui est évidemment inquiétant et que toute souche confondue, ça pourrait, si tous les cas étaient confirmés, être, selon les spécialistes, la 7e épidémie la plus importante de l'histoire. Oui, région minière avec un très grand brassage qui explique peut-être aussi la rapidité de la contagion, Niagale Bagayoko. Oui, et et puis on est... c'est pas une première. Hein. Absolument, et on est dans ce que l'OMS qualifie d'urgence de santé internationale, c'est-à-dire, initialement, c'était le niveau d'alerte le plus important. Et puis ensuite, on a ajouté la pandémie. Mais donc, tout ça pour indiquer que c'est une alerte extrêmement sérieuse. Et il ne faut pas oublier qu'on se situe, en tout cas pour ce qui concerne l'Ituri, dans une zone extrêmement difficile d'accès, parce que les groupes armés... ils prolifèrent. Donc, se rapprocher des patients est particulièrement compliqué parce qu'on est dans un environnement où les armes ne se testent pas, notamment avec les ADF qui sont affiliés à l'État islamique. On sait d'ailleurs pourquoi il n'existe pas de traitement à Ebola. Est-ce que c'est une barrière d'ordre scientifique ou tout simplement que les montants dans la recherche ne sont pas, ou en tout cas l'enjeu n'est pas suffisant pour les industries du médicament? Très honnêtement, ça dépasse mes compétences. Je ne veux pas dire de bêtises, parce que là... Et pour moi de même. Il n'y a pas de traitement et pas de prophylaxie non plus, évidemment, sauf effectivement cette souche Zaïre. C'est ça, on sait qu'il y a 4 souches, manifestement, de virus à Ebola. Et seule cette souche dite Zaïre peut être contenue par des traitements. Mais pour les autres, je n'ai pas de réponse particulière. Le problème, c'est quand même la 3e fois, donc on a cette souche-là. Mais c'est toujours pareil, ça fonctionne avec toutes les épidémies, toutes les maladies. C'est-à-dire que plus ça arrive souvent, plus on s'en occupe, et plus on y consacre du temps et de l'énergie et de l'argent. La 15 000 morts, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas eu... Non, mais les 15 000 morts n'étaient pas essentiellement sur cette souche, mais sur l'autre souche. D'où la différence d'investissement en temps, en énergie et en argent. Et là, on apprend qu'un Américain a été testé positif au virus Ebola en RDC, donc lui-même se trouve en RDC. Alors ça peut être... provoquer l'attention, en tout cas, des autorités américaines, qui, par ailleurs, elles, voyant midi à leur porte, et cette Coupe du Monde qui démarre dans moins d'un mois maintenant, ont décidé de tester les passagers en provenance de ces zones, sachant que cela déjà faisait face à un très grand nombre de restrictions. De voyage et de restrictions d'accès au visa. Donc, en effet, c'est une barrière de plus qui va être opposée à la venue de populations d'origine africaine sur le territoire des États-Unis, en plus de toutes celles dont ils sont déjà l'objet. Oui, ça s'annonce quand même compliqué pour les supporters volonté d'avoir une Coupe du Monde qui fonctionne absolument parfaitement pour Donald Trump est important, donc je pense qu'il... Les supporters iraniens, déjà, c'était niette. Oui, ça a déjà été... Même les équipes, ça a été très compliqué quand même pour certaines, ne serait-ce que de participer. Donc là, entre l'antivirus et Ebola, on sent bien qu'il y a une petite inquiétude et qu'on va surveiller ça de très près, quitte à verrouiller un petit peu trop, ce qui, comme on le sait, ils sont capables de faire. L'antivirus, justement, on a beaucoup comparé par le taux de mortalité qui semble être aussi de l'ordre de un patient sur 2 au virus Ebola. On en a trop fait sur l'antivirus quand on voit l'ampleur de la contagion à Ebola. Ce ne sont absolument pas les mêmes ordres de grandeur. Non, moi je ne pense pas qu'on en fasse trop en matière de santé. Il faut reconnaître d'ailleurs que, quelque part, les politiques publiques en matière de santé sont souvent
couronné de succès. Ça a été le cas pour le Covid, finalement, malgré l'incalculable nombre de morts. Mais il y a beaucoup d'actions, de prévention notamment, qui marchent. Donc non, moi je ne pense pas qu'on en fasse trop dès qu'il y a ce type de risque. Et puis je préfère peut-être à titre personnel qu'on en fasse trop plutôt que de passer à côté, parce que le fait aussi d'en parler, c'est qu'il y a une inquiétude et qu'il y a une inconnue. Donc on peut le savoir si on a fait trop ou pas, qu'une fois qu'on a les résultats, ce qui n'est pas toujours le cas. Mais c'est aussi ce qui pousse d'ailleurs les autorités publiques à agir dans les différents pays et qui parfois, au moment du Covid, a tardé ou pas en fonction des pays. Une des raisons aussi peut-être pour laquelle l'OMS s'inquiète aujourd'hui, c'est qu'elle manque elle-même de moyens depuis que les États-Unis ont considérablement réduit leur contribution à un certain nombre d'organismes internationaux, dont l'OMS, à qui Donald Trump, manifestement en tout cas, en qui il voue une défiance totale depuis la gestion du Covid. On ne sait toujours pas pourquoi. Il reproche à l'OMS de ne pas avoir nommément accusé la Chine d'être à l'origine de cette pandémie. Il y a cet élément-là, mais il ne faut pas oublier aussi l'importance des anti-vax dans l'électorat de Donald Trump, et à commencer par son propre ministre de la Santé qui est revenu sur certains de ses propos datant d'avant sa nomination. Mais l'électorat américain est extrêmement méfiant par rapport à tout ce qui concerne la vaccination. Et l'OMS, le Gavi également, ce sont évidemment des institutions ou des agences qui ne peuvent que susciter la promotion du vaccin. Un rejet de la part de cet électorat. Et je pense que c'est la raison pour laquelle Donald Trump s'en prend à cette institution. Mais il ne faut pas oublier que l'OMS est aussi une institution multilatérale et il a refusé de donner des fonds à une centaine d'agences en réalité, multilatérales, qu'elles soient onusiennes ou non. Donc pour moi, c'est tout à fait dans le droit fil de sa politique. C'est ce qui est très inquiétant en amont sur ces populismes qui jaillissent de plus en plus partout, parce que c'est tout l'ordre mondial finalement, leur post-45, qui a ses qualités et ses défauts, mais enfin qui a quand même permis de vivre en paix, qui a permis au niveau de la santé d'avoir des choses qui étaient sous contrôle, de lutter contre le sida en Afrique, de lutter contre la famine, de lutter contre plein de choses. Et tout ça, ce sont des agences de l'ONU. On a toujours l'impression que c'est un peu loin, qu'il y a beaucoup d'argent, qu'on ne sait pas trop ce qu'ils font. Sauf que concrètement, ce sont ces agences de l'ONU-là qui sont là où personne d'autre ne veut aller. Et quand on ne veut pas qu'il y ait trop d'immigration, on essaie de faire en sorte que les gens n'aient pas à quitter leur pays parce qu'ils n'ont pas le choix, qu'ils sont en train de mourir de faim, que leur famille meurt de faim. Donc tout ça, c'est ce qui est un petit peu très inquiétant avec ces populistes, parce que les résultats vont être finalement exactement à l'inverse de ce qu'ils veulent. Sauf que comme ça fait gagner quelques voix sur le moment et que c'est bien de critiquer des choses, et que c'est ce qui, sur le temps court, et malheureusement dans une période de temps court où la nuance n'a plus sa place, qui est assez dramatique, rebat un peu l'ordre mondial et qui est assez inquiétant pour nos démocraties, pour la bonne gestion du monde. Et ça marche aussi au niveau national, au niveau des pays. Et ça peut aller sur des détails comme l'audiovisuel public en France, vous voyez, par exemple, où on peut être d'accord, pas d'accord. Il y a toujours des choses à améliorer, évidemment. Mais il y a des choses aussi où il faut faire attention, parce qu'une fois qu'ils ne sont plus là, et l'ONU ou l'OMS en font partie, eh bien c'est là qu'on les regrette fortement. Merci beaucoup Niagalé Bagayoko, Antoine Mariotti. Restez avec nous dans un instant, on va parler de narcotrafic ici en France. C'était l'objet de la visite de Gérald Darmanin en Algérie, obtenir la coopération d'Alger en la matière, notamment dans la lutte contre l'un des principaux cartels désormais qui tient une partie des points de deal à Marseille, la DZ Mafia, et alors même qu'était jugé ici en France le chef présumé du gang rival, le clan Yoda. On en parlera avec un expert sur ces questions, Frédéric Ploquin. Pour comprendre le monde, il faut vivre au cœur des événements. De Jakarta à Beyrouth, en passant par Kinshasa, Kiev ou Washington. Les correspondants de France 24 sont partout. 200 correspondants qui habitent près de chez vous. Leur mission, vous informer partout dans le monde et à toute heure de la journée. Une information objective, sérieuse, fiable, indépendante. Des faits vérifiés, des fake news démasqués. France 24, on est ici, on est là. Et là, pour vous informer.